Élevé parce que sinon on n'aurait pas eu de conférencier, ou en tout cas j'aurais été obligé d'en trouver un Excusez-moi, autre. je voulais vous dire, on s'excuse, on en partira à 20h pile. Hein. Ouais, excusez-moi, avec Cécile. Bon, écoute, c'est déjà pas mal que tu te sois Ouais. déplacé. Enfin, en 20h, on va partir. Voilà, je ne peux pas rester plus. Bon, alors on va peut-être. 20h10, allez, on négocie. 20h05, allez. Okay. Allez, on vous écoute. Je vais faire une petite remarque peut-être. Oui. Je me suis dit l'homme de Vitruve, ça me rappelle le bertillonnage de l'anthropométrie policière avec les mesures. Donc c'est peut-être à l'oreille des ancêtres sans faire exprès. Deuxième chose, c'est qu'il y a une swastika qui se trouve rue de Panhard au centre de paléontologie humaine. Ils ne savent pas l'origine. Certains disent que ça vient de l'Inde. Et je crois que philotaxie, taxi, ça veut dire c'est le concept d'attirance ou de répulsion, je crois. Puisqu'on parle d'un taxisme positif ou négatif, par exemple à la lumière. Phototaxisme négatif, notamment sur les animaux qui sont attirés ou les plantes qui sont attirés ou les plantes à la lumière. Et philo, je crois que ça veut dire en grec, philo, je crois que ça veut dire végétal, il me semble. Oui, ce philo-là, avec Y et deux L. Donc ça veut dire certainement l'attirance, peut-être entre guillemets, au niveau végétal. Voilà, voilà. Est-ce qu'on peut te demander ton prénom parce que Lionel. Oui, on se voit de temps en temps au Voilà. Café des Phares, mais je ne connais pas du tout ton prénom. Tu as une formation scientifique ou pas à la base? J'ai fait une maîtrise en sciences humaines, en sociologie, plus ou moins. D'accord, très bien. Tu voulais dire quelque chose, Jean? Ah non, mais c'est dommage que... Bah oui, mais bon, ça fait rien, on peut... Mais c'est-à-dire, On va se retrouver sans chef, on pourrait continuer. Non, c'est pas ça, mais Nadia, si vous permettez, je me justifie. Nadia m'a appelé mardi soir en catastrophe, on va dire, et j'ai accepté, mais il avait voilà. d'autres obligations. Ah non, bien sûr, d'accord. Voilà, il avait d'autres obligations, il a accepté gentiment, on va peut-être pas abuser. Hein, voilà. Non, mais t'as Ça va, on peut continuer à discuter même sans lui, hein, sur le nombre d'heures. Si j'ai bien compris, t'as rendez-vous à l'Élysée, là, parce qu'elle va revenir. Bon, alors il y a Alain qui voulait poser une question. Alain. Oui, l'impression que ça m'a donné, c'est qu'il n'y a pas de vertu heuristique au nombre d'or. Je veux dire, parce que je me dis finalement, quelqu'un l'aurait fait, l'aurait utilisé. C'est-à-dire, quand je m'explique un peu mieux, on constate empiriquement une grandeur quelconque dans le monde biologique, enfin bref, dans quelque chose de constatable et mesurable. Et on multiplie ça par le nombre d'or, ou on le divise par le nombre d'or, au départ on ne sait pas si on doit multiplier ou diviser, et on trouve un autre nombre, et on se demande s'il n'y a pas une coïncidence à trouver quelque part. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y a une théorie à bâtir. Or, personne n'a fait de truc comme ça. Ou plus exactement, je pense que si, on a dû essayer depuis le temps. Et en fait, ça veut dire qu'il n'y a rien. Ton impression? je sais pas. Je croyais que c'était la condition pour que les constructions antiques tiennent debout. Ouais, c'est ça. Mais en fin de compte, a priori, on s'aperçoit que ça tient debout. Mais En peut-être fait, que les matériaux ont changé. Non, même pas. Oui, d'accord. Compte tenu des matériaux, à l'époque, c'était peut-être ce qu'il fallait pour qu'il y ait l'équilibre. Voilà quelque chose. Non, mais si Non, on je peux dire, Il y a Pascal qui voulait dire quelque chose, là. On va écouter Pascal. Si on visualise par exemple notre problème anarchie et qu'on le déplace sur des notions simplistes et philosophiques, on peut réfléchir au fait que s'enrichir d'une avancée précédente, on s'appuie sur une base qu'on a comprise. Et la base qu'on a comprise, elle va s'enrichir de la proportion comprise, plus une donnée nouvelle. C'est un petit peu ce sur quoi s'appuie l'architecture, c'est-à-dire qu'il y a un fondement, il y a une fondation, et après il y aura toujours un rapport qui sera sûr et certain de tenir, quoi. Et à partir de ces rapports-là, on a une structure, à mon avis, sur toutes les obédiences religieuses, théologiques, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qui est crypté, là. Ésotérique, qui sont des rapports comme les poupées russes, quoi. Ce qui me vient à l'esprit quand tu parles, c'est... Qui peut le plus, peut le moins, etc., quoi. Il y a une fondation sur laquelle on s'appuie et on est sûr de ne pas se planter.
De même, attends, sur le développement, on a peu parlé de botanique et de biologie et de Darwin et de l'époque darwiniste. On se rend compte que chaque spirale s'appuie sur une hélice qui va s'augmenter, et ainsi de suite. Et ce rapport-là, on peut le considérer sur la manière dont on construit un escalier. Les escaliers, on les construit de cette manière-là. Donc moi, ce que j'essaie, c'est de faire des rapports entre ma vie courante, basique, simple, les objets que j'utilise dans la vie courante, ce dont je suis constituée moi en tant que personne biologique, et ce sur quoi s'appuie ma connaissance depuis que j'ai conscience de ma connaissance. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. J'avais pensé solide et consolidé, ce qui est déjà... Enfin, solide, c'est peut-être pas le... C'est l'idée, tout simplement. Voilà, bon, une idée. Oui, en fait, je ne sais pas si Michel l'a mentionné, qu'il y a eu une statistique qui a été faite sur la beauté des proportions. Voilà, on montre à des gens des carrés, puis des rectangles de plus en plus longs. Hein, puis on leur dit qu'est-ce qui est le plus beau. Alors il y a des gens qui disent je suis là, etc. Puis alors, on fait ça sur plusieurs centaines de personnes, et on s'aperçoit que la proportion la plus belle se trouve autour de la valeur 1,6. Hein, voilà. Donc effectivement, on sent qu'on préfère dire une figure carrée, c'est trop trapu, une figure allongée, c'est trop long. Quelque chose qui est équilibré. Par exemple, cette bague, qui est une bague indienne, n'est-ce pas? J'aime bien les bagues, j'aime beaucoup de bagues. Elle a été ensuite sur le membre d'or. Bon, les Indiens. Comment? Ah oui, bon. Alors, ça a une utilité pratique quand même. Bon, cette feuille, c'est 21, 29, 7, donc c'est pas le nombre d'or, c'est 1 sur 1, c'est 1,52, c'est pas 1,618. Bon. Mais si on l'applique, on trouve que les proportions sont ça sur ça, etc. Si on plie encore et ainsi de suite à l'infini. Hein. D'où l'intrusion du nombre d'or dans la série logarithmique. Alors quant à la série logarithmique, pourquoi? Parce que c'est le développement de la vie. Comment ça se passe? Si tu veux, à partir du moment où tu as une équation différentielle, où l'accroissement d'une valeur, hein, disons de la quantité de calcium dans un coquillage, est proportionnel au calcium qu'il y avait avant, c'est-à-dire dx sur dt, la variation égale kx, la valeur précédente, tu as automatiquement dx sur x égale kdt, donc x égale et puissance kt. Et si tu as le logarithme, si tu as l'exponentiel, tu as le logarithme. Donc c'est simplement par une loi naturelle d'accroissement où l'augmentation est proportionnelle tout simplement à ce qu'il y avait avant, que tu trouves l'exponentielle, le logarithme et le nombre d'or. C'est naturel, c'est simplement une loi naturelle, ça n'a rien de mystérieux ou de mystique. Mais il est que fait, et là c'est beaucoup plus bizarre, c'est que comment dirais-je, alors moi je trouve que le format européen est plus joli que le format américain qui est plus carré, tu vois. Hein, voilà. Je ne connais pas. Le format américain il est plus carré, je crois que c'est 1 sur 1,4, alors nous c'est 1 sur 1,52. C'est pas tout à fait 1 sur 1,62. C'est la question de l'harmonie en fait. Hein. C'est l'harmonie, voilà, c'est l'harmonie. Mais c'est comme, j'ai parlé des téléviseurs à un moment, le format 4 tiers, il a été carrément abandonné. Le format, il y a 16 neuvième et 4 tiers. Oui, tout le monde prend un 16 neuvième, oui. Alors que les gens s'en fichent du nombre d'or. Mais parce que 16 neuvième, c'est plus près de phi, oui. Du nombre d'or que 4 tiers. Je suis sûr que c'est pas. Je suis sûr que c'est pas la maintenant, tu as le format actuel de téléviseur, c'est très proche du nombre d'or. Oui, c'est ça. Voilà. Alors qu'avant, il y avait aussi des téléviseurs en 4 tiers. Oui, c'est vrai. Plus personne n'a fait. Un téléviseur carré, c'est pas joli. Ben, il est trop carré le 4 tiers. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'il est trop carré. Oui. Alors c'est dommage que Francis soit pas là. Parce que... non. Alors, non, mais c'est dommage. C'est dommage et c'est heureux. Parce que s'il avait été là, nous on t'a interrompu, je suis désolé, mais là, je n'aurais pas pu placer un mot. Bon. Mais c'est quand même dommage parce qu'il a quand même découvert, je ne sais pas s'il a découvert ou s'il a copié, parce que bon, lui aussi c'est un copieur, des relations entre phi, pi et e. Oui, hein, voilà. C'est ce qu'il dit. Hein. Non, mais il y a des relations qui sont publiées dans son article sur phi, entre phi, pi et e, et l'intrusion du nombre d'or
dans la gamme musicale indienne. Alors là, je crois que c'est vrai parce que je l'ai vérifié. Hein. Il a trouvé lui tout seul? Alors je ne sais pas si c'est lui qui l'a trouvé ou s'il l'a copié quelque part. Hein. Parce qu'il accuse tout le monde de copier, mais je le soupçonne d'être un grand copieur lui-même. Bon, il n'est peut-être pas forcément copieur, mais disons un grand lecteur. Voilà, on va dire ça. Bon, alors. Oui, moi je voudrais poser une question. Je me demande si finalement le nombre d'or n'appartient pas. Alors c'est là que c'est intéressant, à finalement quelque chose qui serait empiriquement ressenti au début et avec, c'est-à-dire qu'un ressenti et la nécessité d'établir des règles mathématiques. Est-ce que finalement la question du ressenti de l'homme par rapport à la nature ne pose pas cette question du nombre d'or? C'est-à-dire, et après, je vais codifier des choses qui vont rentrer dans un système. Est-ce que le nombre d'or, puisque après le moine dit que c'est quand même de Dieu, mais je veux dire, est-ce que justement, empiriquement, il n'y a pas eu ce sentiment? C'est-à-dire, comme la science va toujours chercher à établir des raisons et des raisons qui vont être prouvées, est-ce que là, au départ, l'homme a eu besoin d'établir ces règles? Et ce seraient peut-être des règles proportionnelles à ce qu'il a ressenti. Moi, je ne crois pas que ça soit un besoin. Je crois pas que ça soit un besoin. Enfin, je ne sais pas plus. Je crois que ça s'est fait tout seul. Enfin, tout seul, c'est l'esprit de notre cerveau qui trouve le rectangle d'or plus harmonieux. En moyenne, hein. C'est tout. C'est-à-dire, c'est pas un besoin précis, un besoin, si on veut. C'est peut-être parce qu'on est construit sur le nombre d'or. Le nombre d'or est en nous. C'est nos perceptions, enfin, construites, je ne sais pas. Enfin, notre cerveau trouve plus joli. Par exemple, les insectes, bon, la vision des insectes n'est pas du tout la nôtre. Je ne devrais pas parler des insectes. Mais je ne suis pas sûr que dans une autre espèce, ils sont. Enfin, eux, ils réfléchissent pas comme nous, mais ils s'en fichent complètement. On va faire une expérience. Hein. On va donner à manger à notre chat dans des assiettes de plusieurs longueurs. On va voir laquelle il choisit. Ça dépend ce qui est dans les offices. Mais j'ai des soupçons de faire pas mal de petites expériences. Le chat regarde plus ce qu'il y a dans l'assiette que le plat. Au lieu d'une création de l'homme, est-ce que c'est pas une découverte de l'homme sur la nature, l'évolution de toute vie sur Terre, que nous avons découvert ces proportions et cet nombre d'or, enfin, que nous avons découvert en cherchant et en mesurant ce qui existe, que ça correspond à l'un de l'autre, enfin, dans tous les domaines de la vie, que c'est la nature qui a créé la vie sur cette règle ou sur cette mesure. L'observation, c'est pas l'interprétation. Enfin, on observe non, quelque chose. c'est pas l'interprétation, c'est exactement de mesurer le vivant, ce qui a été créé par la nature quand le monde a été créé. C'est peut-être quand l'homme a été créé et quand il y a eu la vie sur Terre, les premières cellules et ainsi de suite, que c'est la nature qui a créé ces proportions et ce que nous avons trouvé après et donné le nom, nombre d'or. Ce qu'a dit Michel, c'est qu'on essaye absolument de faire rentrer le nombre d'or dans ce qui est une approximation, une exagération, etc. Donc c'est pas toujours vrai dans la nature. J'avoue que je suis dubitatif. Après, c'est l'homme qui a employé les découvertes de ces proportions et l'a employé parce que nous savons que toutes les inventions de l'homme et enfin l'avion et ainsi de suite, enfin tous les autres, a été créé sur le modèle de la nature. Les avions, ça a été créé sur le modèle des oiseaux, enfin ainsi de suite. Enfin, on a employé la vie dans tous ces domaines pour faire les créations dans notre monde. Si vous voulez, bientôt y aller, je suis désolé. Mais autant j'ai aucun doute sur le nombre pi, parce que pi, on ne peut pas avoir de doute, là c'est sûr et certain. Quand on divise le périmètre d'un cercle par son diamètre, c'est pi. Là, c'est bon. Mais le nombre d'or, je ne sais pas, j'ai plus de... Il y a quelque chose de rassurant, effectivement, de croire. Est-ce que ce n'est pas les gens eux-mêmes qui se sont communiqués Moi, je pense que le nom phi est lié à eux, hein, puisque E est lié à toute variation naturelle. Ah oui. Hein,
c'est l'exponentielle. Encore une fois, c'est la variation d'une quantité proportionnelle à la présence entière de cette quantité. Oui, d'accord. Ça, c'est ce qui donne l'exponentielle, donc le logarithme, donc la spirale logarithmique, donc le nombre d'ordre. Donc il y a un lien quand même. Il y a un lien. D'ailleurs, quand je te dis, Francis a trouvé la relation directe entre E, pi et phi. Bon. Moi, je crois que c'est naturel dans le sens où c'est lié à eux. Peut-être pas naturel en soi. Hein, voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions? Non. Vous pouvez continuer. Hein. Juste avant que tu t'en ailles, une info. J'ai appris ça, c'est une source toute récente. J'ai écouté France Culture avant-hier à 5h, ou je ne sais plus, ou la semaine dernière à 5h. Et il y avait une prof de maths au Collège de France qui faisait un cours. Alors, l'origine du mot algorithme. Quelqu'un me demandait comment ça se fait qu'il n'y a pas une faute d'orthographe, parce qu'on pense à Y. Non, ça s'écrit avec un Y. Et ça vient d'où? D'un gars qui s'appelait, tu l'as nommé, Al-Khwarizmi. C'était lui. Ah, je ne savais pas ça. Je savais que l'algèbre, c'est le traité d'algèbre de Al-Khwarizmi. Est-ce que tu as entendu parler d'Al-Kindi? Al-Kindi, c'est au XIVe siècle, et il a trouvé le nombre pi avec 5 décimales. C'est la première valeur précise du nombre pi. Et c'était Al-Kindi au XIVe siècle. C'était un mathématicien? Oui, bien sûr. Mais quoi? De quelle origine? Comment? Quelle origine? Je crois qu'il y a des origines persanes. Oui, parce que alors, je vais faire parler. Les Perses étaient très très forts. Mais la Perse, l'équivalent de l'Iran et l'Irak actuel, c'était sur eux, vers eux. C'était pas loin de la Chaldée où il y avait les astronomes. Mais alors cette histoire d'algèbre qui a été trouvée au 8e siècle, pourquoi est-ce que ça a été très vite abandonné? Tu en parlais tout à l'heure. Non, il a fait un traité d'algèbre que j'ai vu d'ailleurs. Il est à la Bibliothèque nationale de France. Voilà. Et pourquoi on a abandonné ça? On n'a pas abandonné. Tu disais que ça a été beaucoup éradiqué au profit de la géométrie après. Chez les Grecs. Après le 8e siècle. Non, il faisait simplement, je crois, une distinction entre les Arabes qui se sont beaucoup intéressés à l'algèbre et puis les Grecs anciens plutôt à la géométrie. Voilà, c'est ça. Non, parce que après les Européens, la géométrie classique, ils s'en foutaient un peu. Enfin, après, ils s'intéressaient plus à des maths plus compliquées. C'est-à-dire que la géométrie analytique de Descartes, elle a été rendue possible grâce à l'algèbre, en fait. Oui, c'est ça. Non, mais après, ils se sont intéressés plus à des trucs plus compliqués, le calcul intégral, les équations différentielles. Tout ça, en fait, c'est très technique. Mais mon impression, c'est qu'on aurait peut-être étouffé les connaissances arabo-persiques. Ah, bien sûr. Ah, ça, je ne sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas du tout. Ah oui, pour des raisons politiques. Oui, à partir du 11e siècle, c'était tout. Ah oui, ça c'est fort possible. Non, c'est pour l'Averroès notamment. Pourquoi philosophique? Pour l'Averroès au Moyen-Âge, Thomas d'Aquin soutenait la pensée différente. On a lutté contre les Averroïstes, ça se développait bien dans la Sorbonne. Ah non, bien sûr. Oui. Je ne m'y connais pas aussi, mais c'est dans le monde arabe que le problème se pose. Oui, non, c'est fort possible. Des raisons politiques. Déjà que les mathématiciens au Moyen-Âge ne pouvaient pas parler de l'infini, ils finissaient cramés sur le bûcher. Avant de la façon, il y a Raoul qui voulait poser une question. Parce que l'infini, c'était Dieu. Donc, c'est pas une question? Non, c'était. C'est l'histoire de. On a abandonné, on n'a rien abandonné. Une partie de la géométrie vient des Grecs, etc. Une bonne partie de l'algèbre vient des Arabes. D'ailleurs, quand j'étais gosse, on m'appelait, tu vois, les nombres 1, 2, 3, 4, c'est les chiffres arabes. Ah bon, d'accord, voilà. Bon, et on a hérité des Arabes pas mal de choses, une partie de l'algèbre en particulier, mais on n'a pas abandonné. On a étouffé, Non, on n'a rien étouffé. Ce qui s'est passé, c'est que la civilisation arabe, enfin, qu'on dit arabe, parce que là encore, il y en a beaucoup à dire. Oui, parce qu'il n'y avait pas que les Arabes. C'était personne. Mais cette civilisation arabe, disons, elle s'est atrophiée, si vous voulez. Mais heureusement, nous avons hérité de son algèbre et de ses mathématiques. C'est-à-dire ceux qui parlaient arabe. Hein? Vaut mieux plutôt dire ceux qui parlaient arabe. C'est plus juste. Non, mais il n'y a aucun problème. La plupart des érudits parlaient arabe et latin. Et grec. Et grec, et c'est
c'est par leur traduction qu'on a eu accès. Dites-moi, je fais une digression sur quelque chose que je ne connais pas du tout. Nadia, je vais partir sur ça. Quelque chose que je connais très mal, comme la plupart des gens, le Coran. Il ne faut pas oublier, enfin, ça, parce que moi, ça m'avait échappé. Le Coran est écrit en arabe littéraire, en arabe. C'est pas. Parce qu'il y a des gros problèmes de traduction avec les polémiques qu'il y a en ce moment. Il est écrit en arabe syrien et pas en arabe d'Arabie. Voilà. Non mais même, je veux dire, même les musulmans ont des problèmes avec la traduction de. Parce que c'est comme si nous, c'est la différence entre le français actuel et le latin. Le latin de médiéval ou je ne sais pas quoi. Il y a des problèmes énormes de traduction. Oui, oui, ça D'ailleurs, il y a un très bon livre d'un Iranien, Coran parlant et Coran silencieux, où justement il raconte un petit peu ce qui s'est passé en fait, et que le Coran il a été souvent modifié. Mais oui, c'est ça. Pour défendre les intérêts politiques de l'époque. Michel, si j'ai bien compris, tu pars et tu amènes ton harem avec toi là. Mais c'est ma femme. Je vois qu'il y en a 3 ou 4. Non, c'est Cécile, c'est qu'une femme. Voilà. Non, ce sont ces Allez, au revoir. Bon alors on va rester encore un petit quart d'heure, 20 minutes quand même, je trouve que ça peut être pas mal. Tu peux te rapprocher un peu parce que toi t'as un grand bavard devant l'éternel, on puisse t'entendre. Voilà. Alors, une photo? Non, non. Je filme, je fais la vidéo. Non, je ne vais pas me mettre devant vous, voilà, parce que vous êtes en train de fumer ou quoi? Ce qui est intéressant dans ce qui a été dit précédemment, c'est que j'ai entendu récemment Ben Jelloun qui vient d'écrire un livre. Et il a expliqué pourquoi il avait commencé à écrire en fait. Et il expliquait que, bon, il était, je ne sais plus dans quelle université au Maroc, et il y a eu un grand mouvement, on va dire, de protestation des jeunes contre le pouvoir en place. À l'époque, Mohamed V était un sacré bonhomme, donc il emprisonnait. Et puis, 73. Oui, voilà, c'est ça. À tour de bras, etc. Et donc... Il était dissident. Oui. C'est pour ça que le Maroc a moins de problèmes que les autres pays du Maghreb actuellement. Oui, non, mais je veux dire le nouveau... mais les investisseurs préfèrent le Maroc à la Oui, mais le nouveau... Non, mais je veux dire, le nouveau roi, il en a fait l'éloge. Il n'a pas parlé du nouveau roi, il a parlé de l'ancien. Et il a dit qu'il avait été, comme beaucoup de ses camarades, puisqu'il était aussi parmi ces jeunes qui ont manifesté, ils ont été... emmenés dans une espèce de camp de redressement. Alors, ils ne disaient pas camp de redressement, ils avaient utilisé un autre truc, enfin un autre terme. Voilà, camp de rééducation. Voilà, c'était pas des camps de concentration déjà. Oui. Et il y en a pas mal qui ont disparu aussi pendant cette période-là, etc. Et il dit que c'est aussi à cette époque-là qu'on a fait... Parce que lui, il était en philosophie. Il faisait des études de philosophie. Ben Jelloun, il est d'origine marocaine ou algérienne? Marocaine. Je crois qu'il était algérien. Oui, donc faisait des études de philosophie, et c'était la philosophie occidentale qu'on enseignait sur les bancs de l'université. Enfin, et donc à partir de là, on a supprimé l'enseignement de la philosophie occidentale pour réintroduire la philosophie arabo-islamique, etc. Ce qui, il dit d'ailleurs, c'est ce qui a donné 15 ou 20 ans après le radicalisme islamique auquel on est confronté aujourd'hui. Donc c'est intéressant de voir qu'à partir du moment où on a des gens qui finalement sont éclairés, d'une certaine manière remettent en question le pouvoir en place, eh bien, il y a toujours en face des gens qui voient pas du tout leur intérêt là-dedans. Oui, je t'écoute. Juste pour abonder dans ton sens, en plus du fait de supprimer la philosophie occidentale, ils ont fait passer la philosophie et l'histoire en langue arabe, puisque tout était enseigné en français. Le Maroc, avec tout le monde parlait français. Et donc, en 1973, ils ont supprimé la philo et l'histoire et les ont remplacés par des cours en arabe. C'était les seuls cours en arabe qu'il y avait dans les années 73, 74. Après, ils ont continué à arabiser. Et maintenant, ils reviennent en arrière. Mais c'était des cours de philosophie en arabe. Oui, mais de philosophie... occidentale Non, pas occidentale. C'était les deux seuls cours qui existaient dans les lycées, donc où tout le monde, tous les professeurs parlaient français, sauf deux, l'histoire et la philosophie, à partir de 73.
De toute façon, la philo et les sciences, la philosophie, lorsqu'elle est évidemment éclairée par définition de la philosophie, et les sciences fichent la trouille quand même à pas mal de... Oui. Non, le problème c'est que, comment dirais-je, dans les pays du Maghreb, ils en sont restés, je veux dire, à la philosophie arabe ancienne qui avait sa grande valeur à l'époque, n'est-ce pas? Parce qu'elle était même en avance à l'époque. Et c'est une sorte de retour vers le passé pour rejeter en quelque sorte l'apport colonial. Alors que la philosophie occidentale, elle a évolué, n'est-ce pas? On n'est plus à l'époque d'Aristote, on n'est plus à l'époque de saint Thomas d'Aquin, on n'est plus à l'époque de Spinoza, on n'est même plus à l'époque de Kant. Elle évolue en permanence. Alors que là, c'est un retour à une philosophie qui est restée figée, qui n'a pas évolué pendant des siècles. Elle pourrait évoluer, ça serait un autre courant de la philosophie. Mais c'est une sorte comment dirais-je, de passéisme. Voilà, je crois que c'est ça. C'est une sorte de passéisme et d'immobilisme. Voilà. Donc je crois que c'est ça le problème. Hein. Et je pense que même à une certaine époque, ça devait être beaucoup plus éclairé que ça l'est aujourd'hui. Non, mais il fut un temps où la philosophie arabe, je veux dire, dans l'Espagne médiévale, elle était en avance sur celle de l'Occident. Mais ensuite, l'Occident évoluait plus vite. Et puis d'ailleurs, même actuellement en Amérique, on évolue beaucoup plus vite que dans l'Europe. On s'imagine que les Américains, c'est des incultes, etc. Mais ça, je peux te dire que les écoles sociologiques, psychologiques américaines sont très en avance sur les écoles européennes. Nous, on est en train de prendre du retard, un petit peu par passif. On se dit on a été les meilleurs, mais oui, on a été les meilleurs, mais on ne reste pas toujours les meilleurs. Il faut savoir avancer. Hein, celui qui n'avance pas recule, c'est comme ça. Voilà. Or, en retournant à leur passé prestigieux, ils se sont bloqués dans l'histoire. Il fallait les faire avancer. Ou alors il fallait prendre appui sur la philosophie occidentale pour aller de l'avant. Ce qu'avaient fait les Arabes à l'époque, ils s'étaient appuyés sur la philosophie grecque et indienne pour aller de l'avant. Et ils étaient allés plus en avant que l'Occident, qui lui était resté bloqué. Mais maintenant, je suis désolé, ils sont en arrière. Comment? Non, je ne suis pas d'accord. Bon, alors dis pourquoi tu n'es pas d'accord, c'est intéressant. Parce que quand on me parle de philosophie occidentale, etc., et non, il y a la philosophie, point à la ligne. Alors, si. Alors, par contre, il y a les philosophes qui sont marqués plus ou moins par ce truc. Bon, pour ce qui est de dire de la philosophie arabe, il n'y a pas de miracle. Elle avait pris une partie de la philosophie grecque. D'ailleurs, elle nous a transmis une partie d'Aristote. Pas tout Aristote. C'est ce que j'ai dit, elle s'est appuyée dessus. Voilà, bon. Ben oui, non mais après, pour des régions religieuses qui n'ont rien à voir avec la philosophie, elle a arrêté quoi, aujourd'hui. Voilà quoi, elle s'est arrêtée, oui. C'est pas pour des régions philosophiques, hein, c'est bon. Si vous voulez vous parler, d'ailleurs, vous avez dit religieux, c'est qu'il y a des philosophies qui se rattachent à la notion religieuse, c'est-à-dire d'un dieu. Nous avons eu ça en Occident, avec au Moyen-Âge, avec les saints machin, saint Thomas, saint Frusquin. Et puis, alors si on se réfère à une philosophie qui est rattachée à une religion, et que les gens vraiment y adhèrent, elle paraît être beaucoup plus fondée, beaucoup plus vraie qu'une philosophie comme les philosophies actuelles occidentales qui évoluent avec les sociétés où effectivement il y a, tout est malléable, donc c'est moins rassurant. Non, mais c'est pas contradictoire avec l'approche religieuse. Les Américains sont plus religieux que les Européens, je suis désolé. Non, mais et ça n'empêche pas leur science, leur philosophie, leur technologie d'aller plus vite. Non, mais on parle de philosophie. Alors en philosophie, moi quand je dis le mot philosophie, je l'entends au sens de philosophie naturelle. C'est-à-dire en général, bien sûr, la philosophie, la sociologie, l'histoire. La sociologie, les premiers grands sociologues étaient des Arabes, en histoire aussi, n'est-ce pas? Bon, en histoire, c'est les Grecs. Bon. Mais disons, j'entends philosophie au sens général, au sens d'étude de la nature, de l'homme, etc. Bien voilà. sûr. Et là, il faut dire qu'au Moyen-Âge, ils étaient en avance. Bon, voilà. En Europe, qu'est-ce qu'on avait? On avait Saint-Augustin, Saint Thomas d'Aquin, et puis les scolastiques, qui ne faisaient que répéter la Bible, Aristote et Saint Thomas d'Aquin, et parfois Saint-Augustin. On en restait là. Voilà. Exact. Et alors les Arabes, c'était ouvert à l'Inde, à la Chine, à la Grèce, etc. C'était ouvert à tout ça, mais c'était aussi ouvert aux sciences, surtout. Non, mais je veux dire, ils se sont appuyés là-dessus pour aller de l'avant. Ils se sont appuyés sur les Grecs. Ils n'ont pas suivi les Grecs en géométrie, ils ont inventé l'algèbre. Bon.
mais ils se sont quand même appuyés sur... Alors qu'actuellement, les pays du Maghreb qui ont repris, qui sont revenus à leur ancien passé, au lieu de s'appuyer sur l'Occident tel qu'il est actuellement pour aller de l'avant, ils préfèrent revenir à leur ancien passé pour dire on était les Mérouis, on était, mais c'est plus le cas, c'était il y a des siècles. Moi je me demande quel rapport justement philosophie et science entretiennent-elles, parce que philosophie et science, oui. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où c'est la religion qui commande, je veux dire, la science, malheureusement, elle est mise, mise à l'écart. Oui, parce que c'est pas Dieu qui le veut. Tu n'es pas d'accord. Non, je veux dire, philosophie, ça vient du... C'était théocratie, en fait. Donc, théocratie qui dit philosophie rattachée aux religions. Non, il faut bien distinguer les choses. Philosophie en grec, ça veut dire... un philosophe, c'est un ami de la sagesse. Bon, strictement parlé. Mais en Occident, surtout dans les pays anglo-saxons, ça a pris le sens d'études de la nature, de l'homme, de tout. Voilà. En France, il y a docteur S sciences, docteur S lettres, docteur en... En anglais, c'est docteur en philosophie. Ça se dit en latin d'ailleurs. Philosophica, je ne sais pas quoi. Donc, bon. Un PhD, un docteur en philosophie, ça peut être un docteur S sciences, en chimie, en tout ce qu'on veut. Voilà. Oui. Donc, c'est la philosophie. Et d'ailleurs, l'ouvrage de Newton s'appelle Principes mathématiques de philosophie naturelle, écrit en latin. Hein. Bon. Donc la philosophie, c'est ça, c'est la connaissance du monde en général, de l'homme qui est inséré dans le monde et éventuellement de Dieu. Tu vois c'est au sens large. Hein. Mais s'il y a une contradiction justement entre ce que la connaissance... Non, il y a il y a eu un conflit d'autorité entre l'Église et certains... Mais il faut savoir que comment dirais-je, que Copernic, qui a chamboulé complètement l'ancien système de Ptolémée, qui a supprimé les épicycles et tout le reste, en plaçant le soleil au centre, il avait d'ailleurs un précurseur tchèque qui s'appelait Tycho Brahe. Bon. Mais c'était qui? C'était un chanoine augustinien polonais mandaté par le pape de l'époque pour réformer le calendrier. Hein, parce qu'à l'époque, les fêtes étaient mobiles, je veux dire pas qu'ils pouvaient se situer en été, au printemps, bon bref. On lui a dit, tout ça, ça ne va pas, il faut réformer le calendrier, et les épicycles de Ptolémée, tout ça, c'est très compliqué. Alors le pape lui a dit, vous qui êtes un grand érudit, c'était un chanoine augustinien polonais, un bon catholique apostolique romain, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça? Alors Copernic, il a revu toutes les éphémérides, enfin, il savait tout des Grecs, des Égyptiens, tout, il a lui-même fait des observations, puis il a dit, mais c'est très simple, on va faire comme si le soleil était au centre, et puis, vous allez voir, tout va s'arranger. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, un siècle après, Kepler a établi les lois du mouvement. Mais non seulement le pape ne l'a pas brûlé, mais il lui a envoyé ses félicitations. Vous êtes un bienfaiteur d'humanité. C'est Galilée, un siècle plus tard, qui était un caractère un petit peu sanchésique, j'allais dire. Il était un grand savant, Galilée. Hein. Bon, mais c'était un type qui était assez nerveux. Bon, il ne fallait pas le contredire. Alors, à un moment donné, alors Galilée a créé la mécanique terrestre, alors que Kepler, sur la base du système de Copernic, a créé la mécanique céleste. Et c'est Newton qui, plus tard, s'est rendu compte qu'au fond, la mécanique terrestre et la mécanique céleste pouvaient être mis sous la même loi. C'est la fameuse idée de la pomme qui tombe. Voilà. C'est la même force qui fait tomber la pomme et qui fait tourner la Lune. Bon, ça, c'est Newton qui a unifié les deux mécaniques. Mais, comment dirais-je, Galilée, lui, était spécialisé en mécanique terrestre, les leviers, les plans inclinés, les pendules, les machins comme ça. Et bon, il a également fait des observations, il a découvert les phases de Vénus, bon, c'était un grand érudit, mais alors lui, il a voulu entrer en conflit, je ne sais pas, enfin, il paraîtrait... Mais enfin, tu sais, il paraîtrait qu'il aurait été manipulé par des Mais on n'emmenait pas sur le bûcher les gens qui s'intéressaient aux sciences. Pas du tout. Au contraire, non, c'est faux. Non, je te dis, l'Église catholique se méfiait de la magie, de l'ésotérisme, de l'astrologie, de l'alchimie, mais les sciences exactes, non seulement elle s'en méfiait pas, mais elle les promouvait. Les grands créateurs, les grands, je veux dire, novateurs des sciences modernes, c'est Copernic, qui était un moine augustinien polonais, qui a véritablement révolutionné l'astronomie. C'est lui qui a commencé, avant Kepler, avant Galilée et avant Newton. Et le deuxième, c'est pas Darwin. Darwin a fait une théorie fumeuse qui est de plus en plus critiquée. C'est Mendel, qui était lui aussi un moine augustinien
autrichiens qui, en faisant des petites expériences, c'est ça que voulait l'Église catholique, qu'on étudie la nature modestement, tranquillement, sans se lancer, parce qu'elle se méfiait des hérésies gnostiques. C'était ça l'obsession de l'Église. C'était les hérésies gnostiques, les cathares, les policiers, tout ça. Alors ça, elle n'en voulait pas. Et tout ce qui avait un parfum de sorcellerie, d'hérésie, tout ça, c'est de ça qu'elle se méfiait. Ce n'est pas des gens qui faisaient de la science concrète et terre à terre. Oui. Mais être moine à cette époque-là, est-ce que ça avait le sens qu'on peut lui donner aujourd'hui? Parce que souvent, c'était déplanqué, en fait, d'après ce que j'ai compris. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Être moine, bon, ça n'empêche pas d'avoir des... Non, mais attends, il y a des moines qui ont été... tu vois ce que je veux dire? C'était pas forcément des cathos purs et durs. Non, mais il y a des moines... Je pose la question. Non, mais attends, il y a des moines qui ont été... Enfin, je ne suis pas d'accord avec ce que je dis. Savonarola, c'était des hommes de science qui s'intéressaient uniquement aux sciences, et puis bon, bah, ils étaient moines, qu'on pouvait être, je sais pas... Savonarola aussi était moine, et puis il a été brûlé, bon, parce qu'il est allé trop loin, il voulait que les gens soient des purs, hein, il se méfiait du sexe et de les gens. Mais alors justement, c'est un crypto-cathare, ce type-là. On n'en voulait pas, c'était un type qui avait... Non, elle ne voulait pas de... Et l'Inquisition, qu'est-ce que tu en fais, là, dans toute cette période de l'Inquisition? L'Inquisition a été fondée au départ par les dominicains pour combattre l'hérésie cathare dans le sud de la France, pas pour autre chose. C'est ensuite qu'elle s'est attaquée aux juifs faussement convertis, aux protestants, etc. Mais au départ, c'était ça, pour comprendre l'hérésie cathare qui a été l'un des courants les plus honnis par l'Église catholique parce que ça lui rappelait des souvenirs des premiers siècles. Il y avait une concurrence au niveau à cause d'une concurrence, bien sûr. Mais écoute, en tout cas, pour moi, c'est un scoop ce que tu me racontes là, parce que c'est vrai que je ne connais pas très bien cette période de l'histoire, mais j'ai toujours entendu dire que l'Église... Enfin, l'Église catholique s'en était beaucoup pris aux hommes de science. Voilà, vas-y. Peut-être vous mettre d'accord. Ouais, vas-y. Je crois me souvenir que Galilée et le pape, en fait, ils étaient très proches. Ah oui, et le pape était tout à fait, vraiment, sur la même ligne que Galilée et admirait les travaux de Galilée et le remerciait, tout ça. Il lui avait été en fait, d'ailleurs. c'est du billard à trois bandes. C'est-à-dire qu'une fraction dans l'Inquisition qui a cherché les coups dans la tête à Galilée pour nuire au pape. C'est pas dans l'Inquisition, c'est au Vatican. Hein. C'est au Vatican, en fait. Effectivement, oui, tu as raison, c'était ça, effectivement. Mais le pape, en fait, a évité à Galilée d'être brûlé, parce que quand il a été condamné, il a exilé dans une prison dorée. Bon, je veux dire, où il était... Alors, dans le monde musulman aujourd'hui, alors bon, allez. Dans le monde occidental, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 95% des gens qui étaient illettrés, et parce qu'ils étaient obligés à cultiver la terre, etc. Aujourd'hui, avec trois agriculteurs, on nourrit 97 Français, ce qui est prodigieux. C'était l'inverse, là. Donc, il y avait 95% de gens qui étaient obligés à cultiver la terre, et il restait que 5% de 5 personnes qui pouvaient vivre, j'allais dire vivre dans les villes, c'est ce qu'on peut dire. Enfin, et il restait donc peu de gens pour faire des savants, etc. Surtout qu'il fallait compter avec les prêtres, les prêtres, les moines, etc. Et puis disons j'allais dire les bourgeois, disons les artisans, etc., ou les petits commerçants qui faisaient, et qui, eux, savaient lire et écrire, mais c'était une infinité de gens. Et ce qui restait comme gens, eh ben, ils faisaient des sciences, je dirais, quoi. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il y a une chose remarquable, c'est que, entre autres choses, dans le monde occidental, mais pas seulement, disons, la science s'est développée, si vous voulez, pour simplifier, juste à partir de 1453, l'invention de l'imprimerie, que nous avons pris aux Chinois d'ailleurs, mais à partir du moment où on a pu avoir des livres en quantité, eh ben, il y a eu beaucoup de gens qui ont été lettrés et qui ont pu faire des sciences de la philo, de ceci, de cela. Quoi. Oui, je sais ce que tu veux dire, vas-y. Non, mais je ne sais pas si les Chinois ont découvert l'imprimerie, je sais qu'ils ont découvert le papier, puisque le papier nous a été apporté de Chine, ainsi que la boussole, qui a permis les grandes découvertes, ainsi que la poudre qui malheureusement a permis les guerres meurtrières, a été apportée par les Arabes. C'est encore une des grandes introductions. Les Arabes ont introduit en Occident toutes les richesses de la Chine, de l'Inde, de la Grèce, etc. Mais par-dessus, ils ont créé autre chose. Et puis, vers le XVe siècle, ça s'est arrêté, pour des raisons assez compliquées à définir. Et puis l'Occident s'est développé beaucoup plus vite. Et puis maintenant,
au lieu de s'appuyer sur l'Occident pour aller de l'avant, ils cherchent à revenir à leur gloire passée, et c'est ça l'erreur. L'erreur, c'est de ruminer leur gloire passée alors que ça ne les mènera à rien. Voilà. Alors maintenant, je peux dire une chose quand même. C'est très important, et ça, je l'ai développé dans ma dernière conférence sur le monde virtuel. La supériorité de l'Occident. Bon, il n'y a bien pas de la supériorité des Européens, ou quoi que ce soit. Bon, hein, les Égyptiens ont été développés avant eux, et puis les Chinois aussi. Elle vient de quelque chose de fondamental, qui est la séparation des pouvoirs. La séparation de l'Église et de l'État, qui ne date pas de 1905, mais qui date de la parole du fondateur lui-même. Oui. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire qu'en Occident, il y a toujours eu une dialectique entre deux pouvoirs. Oui. Des fois, c'était le pape qui l'emportait, comme à Canossa, où l'empereur est venu s'agenouiller pour demander pardon. Oui. Des fois, c'était le roi qui l'emportait, comme à Avignon, où Philippe le Bel a kidnappé le pape, et Napoléon aussi, d'ailleurs, plus tard. Alors, des fois, c'était l'un, des fois, c'était l'autre. Le monde occidental avançait sur deux jambes, le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel. Il n'y avait pas un pouvoir absolu. Ça, c'était une source de liberté. Le fait qu'il y ait un pouvoir et un autre qui s'équilibraient, ça a été une source de mouvement et de liberté. Alors que dans le monde musulman, le calife avait tous les pouvoirs. Le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel. C'est comme si tu avais une jambe unique. Alors, avec une jambe unique, tu peux sautiller, tu ne peux pas avancer. Je crois que c'est ça la source. Mais il y a aussi autre chose, c'est que là, attention, j'en connais un bout, j'ai lu le Coran, j'ai lu la biographie de Mahomet, donc j'ai vécu en terre d'islam, bon, j'en connais un bout. C'est que, par exemple, en terre d'islam, les femmes sont à faire à part, etc. Et tout cela. Mais ce n'est pas tellement dans le Coran, n'est pas très grand, mais surtout c'est ce qu'on appelle la charia, c'est Mahomet qui l'a dit. Alors on dit, ah, c'est sacré, c'est pas tout le temps. Non, attendez, c'est n'importe quoi. Je te signale que Saint Paul, dans son épître, je ne sais pas qui, aux Corinthiens, je connais. Tu connais, hein? Vas-y. Femmes, ne parlez pas dans les synagogues, taisez-vous. Et lorsque vous rentrerez chez vous, demandez à votre mari ce qui s'est dit. Vous devez venir, comment dirais-je, non, vous n'avez pas besoin de venir la tête couverte, car vos cheveux vous couvrent la tête, alors que l'homme doit se couvrir la tête, pour être séparé de Dieu, etc. Bon, je veux dire, voilà. Alors, et je te signale aussi qu'au XIXe siècle, les bourgeoises en Europe avaient porté la voilette. Une femme qui ne portait pas la voilette, c'était une paysanne, une bonne. La bourgeoise portait la voilette. C'était un signe de distinction. Oui, non, mais il n'y avait aucune interdiction. Quant à Saint Paul, Saint Paul, ben, il a dit beaucoup de bonnes choses, mais il a aussi fait des conneries. Car, par exemple, on voit ça dit que c'était la mini burqa, la voilette. Non, non, le dénommé Jésus n'a jamais dit qu'il faut que les femmes, attention, comme dit Saint Paul, pas du tout. Et même il a dit, je crois, c'est je ne sais pas qui lui disait, comment, mais tu te laisses la femme qui venait lui laver les pieds avec ce truc, et qui était une prostituée, et qui lui a dit, les prostituées vous précéderont au paradis. Bon, elle sera beaucoup pardonnée car elle a beaucoup aimé. Oui, voilà. C'est le fondateur lui-même, hein, c'est pas des dites-moi tous les deux, les garçons, vous ne feriez pas mieux de parler des begins, peut-être? Des quoi? Begins? Ah ben les begins, c'était dans... C'est plus sympathique de parler du savoir des begins que de parler toujours de la même histoire. Des femmes qui l'avaient, des prostituées et tout ça. Il y avait aussi une période de notre civilisation qui est emblématique de la croisée des savoirs, et donc elle n'a pas duré longtemps, mais elle a été très importante aussi, avec toute l'époque des miroirs, des béguines. Tu parles des foyers de béguines en Hollande, c'est ça? Des foyers de béguines en Hollande, et il y en a eu aussi en France. En Belgique, oui, mais de toute façon, il faut... De toute façon. Et après, elles ont été brûlées parce que, bon, il y a eu toutes les tracasseries du XIIe et la fin du XIe et du XIIe siècle. Mais il n'y a jamais eu de tracasserie. Enfin, dans le monde occidental, d'ailleurs, c'est une des raisons, un des bons aspects du christianisme, c'est que, bon, la femme, même si elle n'était pas, enfin, elle n'a jamais été, bon, il ne faut pas exagérer, quoi, c'était pas l'esclavage, hein, pas du tout, enfin, bon, même si... Oui, au Moyen-Âge, elles
Non, mais il y a quand même quelque chose. Il ne faut quand même pas s'éloigner, parce qu'on a parlé du nombre d'or tout à l'heure. Non, mais c'est très important. Je veux dire un mot là-dessus. Il y a quand même eu quelque chose dans le christianisme, et surtout dans le catholicisme, moins dans le protestantisme. C'est le rôle important de la Vierge Marie. Voilà. À partir du moment où la Vierge Marie, je veux dire, est vénérée, hein, parce que, je veux dire, l'ange de Dieu lui-même va lui dire, tu auras un enfant, etc. Bon, je veux dire, elle est au pied de la croix. Jésus lui dit, en désignant Jean, voilà, ce sera ton fils. Bon, elle joue un rôle important. Donc il y a Jésus, qui est un peu l'homme, bien qu'il soit à la fois mes femmes, en réalité. J'en ai parlé dans une de mes conférences. Il y a quand même Marie qui joue un rôle important. Et ça, on ne peut pas traiter les femmes n'importe comment, quand tu as partout des statues où on montre la mère avec son enfant. C'est pas possible. Il aurait pu y avoir quelque chose de similaire dans l'islam. Parce que Mahomet a épousé une veuve riche qui s'appelait Khadija. Lui, c'était un petit orphelin, serviteur, de caravane, etc. Et c'est elle qui l'a élevé, au rang de régisseur. C'était un Macron avant l'heure, hein. Elle avait 26 ans plus que lui. Elle avait 20 ans plus que lui, c'est ça. 20 ans. Non, c'est pas ça. Non, mais peu importe. En tout cas, le fait est que c'était un petit orphelin, bon, sans abri, qui a été élevé par son oncle, etc. C'est elle qui l'a pris, puis il a vu qu'il était intelligent, elle l'a établi régisseur, elle l'a épousé, et ça a été sa première disciple. Donc, les musulmans auraient dû donner à Khadija le rôle que l'Église catholique a donné à la Vierge Marie. Et là, la femme aurait eu un rôle équilibrant dans l'islam. Je parle toujours de l'équilibre des pouvoirs. Il y a eu cet équilibre entre le pape et l'empereur qui a permis à l'Occident de progresser. Il y a aussi un autre équilibre entre l'homme et la femme qui permet à l'humanité. Donc si tu as un homme, calife, qui sait tout, qui a tout, qui peut tout, ça ne marche pas. Il faut que son pouvoir soit équilibré par quelque chose d'autre, alors que le pape soit équilibré par l'empereur réciproquement, et il faut que l'homme soit équilibré par la femme. C'est dans l'équilibre des pouvoirs qu'on peut avancer, parce qu'il y a une dialectique fructueuse, tu comprends? Moi, je ne crois pas que le problème se situe, etc., dans cette histoire de progrès, de l'humanité. Moi, je pense que la vérité, elle est dans les sciences. Exact. Elle n'est pas... Non, mais si les sciences ont progressé en Occident, c'est parce qu'il y a eu cette espèce de liberté qui a été causée par l'équilibre entre le pape et l'empereur, l'équilibre entre l'homme et la femme. Sinon, les sciences en seraient restées... Parce qu'il y a eu la séparation des pouvoirs. Voilà, tu l'as très bien dit tout à l'heure. Parce que la religion, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, enfin, on peut penser là-dessus, a été reléguée au second plan. Voilà. Donc, ce qui n'est pas le cas dans pas mal de sociétés, notamment les sociétés musulmanes, où ce sont des théocraties, c'est le pouvoir du religieux. Tous les gens. En Arabie Saoudite, un jeune a dit, moi je crois en rien. Pourquoi il n'a pas le droit de le dire? Ils l'ont zigouillé, hein, je crois, il est mort, ils l'ont tué. Donc pourquoi il n'aurait pas le droit de dire, bon bah moi je suis athée, je ne crois pas. Voilà. Alors que dans une société occidentale, bon bah on est quand même libre de pouvoir croire ou de ne pas croire. Hein. Je ne dis pas que c'est bien de ne pas croire. Je ne dis pas non plus que c'est bien de croire. Je dis simplement qu'il faut la possibilité pour que tout le monde puisse être libre de choisir. Donc il y a des échanges. Giordano Bruno ne disait pas je crois en rien, il disait je crois en l'infini. Et il a été brûlé quand même. Bon, je veux dire, non, je crois que le fondement c'est ça, la séparation des pouvoirs politiques et religieux et l'action conjointe du masculin et du féminin. C'est ça qui permet de progresser. Si tu es sur un monopole, hein, là tu avances à cloche-pied et ça ne va pas aussi vite que si tu as deux jambes pour courir. La séparation des pouvoirs, c'est fondamental. Et si le religieux est omniprésent dans la... parce que c'est quand même une pensée, hein, avec des dogmes et tout ça, alors on ne peut pas s'en éloigner trop quand même, parce que voilà, où on est complètement dedans, hein, c'est le cas des salafistes en islam, où on est plus ou moins dedans, enfin bon, c'est d'autres mouvements, etc. Bon, mais on ne peut pas trop s'en éloigner, je veux dire, on est quand même imprégné de cette culture-là. Parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le religieux a sa place, mais il faut que tu sois équilibré par le temporel. Je suis d'accord.
Je suis complètement d'accord avec ça. Mais simplement, quand c'est omniprésent, quand ça prend toute la place, c'est compliqué. C'est compliqué pour l'avancée des sciences. C'est ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Mais de toute façon, c'est le drame, si je puis dire. Par exemple, le Christ n'a pas dit qu'il fallait aller à la messe tous les dimanches. Il n'a pas dit qu'il fallait se confesser une fois. Il n'a pas dit qu'il fallait faire maigre le vendredi. Qui c'est qui a inventé ça? Ce sont les hommes, enfin les croyants. Autrement dit, le Christ nous a donné une religion, on n'y croit pas, mais en plus, les hommes se sont chargés de créer des rites, et des rites sacrés. Attention, comment? T'as mangé de la viande vendredi, mais tu vas à l'enfer. Oui, tu exagères un peu, quoi. N'oublie pas que le problème de Jésus, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été rejeté. Oui, mais c'est qu'il s'est opposé au rite. Il a même dit, il a guéri quelqu'un, on lui a dit, comment tu guéris? Il a répondu quoi? C'est très important, ça. Je suis venu pour... Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ouais. L'homme est au centre. Ben, ça rappelle Protagoras, ça. Ouais. L'homme est la mesure de toutes choses, visibles et invisibles. Et ça rejoint d'ailleurs la Genèse. L'homme est à l'image de Dieu. Donc si l'homme est à l'image de Dieu, toute règle n'a pour but que l'homme. Alors si le sabbat sert l'homme, oui. Sinon, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ça, c'est encore une phrase remarquable, en plus de « il faut rendre à César ce qui est à César ». Il faut quand même faire une grosse distinction entre le religieux et la foi ou la spiritualité. Voilà, oui, bien sûr. Je pense toujours à cette citation « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ça, c'est de Rabelais. C'est Rabelais qui cite Salomon dans Gardien du Hade. Absolument. Je pense que la conscience, c'est aussi la spiritualité qui est là derrière, la question du bien, du mal, enfin, qui est après. Oui. Je crois que c'est même ruine de l'homme dans le texte original. Ruine de l'âme ou ruine de l'homme? Dans le texte, c'est ruine de l'homme. Science sans conscience n'est que ruine de l'homme. Ça m'avait frappé justement, parce que j'avais toujours entendu ruine de l'âme. Ah oui, c'est possible. Et puis, non, mais il y a quelque chose dans la gare des Michards, c'était décrit sur ces... Science en conscience. Non, ça commence par sagesse n'entre pas en âme malivole, car science sans conscience n'est que ruine. Je ne sais pas si ça rime avec l'âme. Oui, je te rappelle quand même que l'âme chez l'homme. Oui, c'est ce qui caractérise l'humain. Et depuis le concile de Nicée, chez la femme a une voix de majorité. Mais quand je dis homme, ça décarrage, ça comprend l'homme et la femme. C'était au 7e siècle. En fait, je vois ce que disait Jean avec d'un autre point de vue, ça revient au même. J'ai commencé à penser ça lorsque j'ai lorsque j'ai lu des articles sur l'économie italienne et la différence entre le développement du Sud, où il y avait la mafia qui était plus puissante que dans le Nord, et le développement du Nord. Et la réflexion, ensuite on peut étendre ça, bon, ça se confirme avec d'autres exemples par la suite. Quand il n'y a pas de contre-pouvoir, le pouvoir tend à être, c'est une dynamique, on n'y échappe pas, corrompu. À partir du moment où, oui, corrompu, les gens qui exercent le pouvoir quand ils n'ont pas de contre-pouvoir ont tendance à devenir corrompus. Il y a d'ailleurs une phrase célèbre. Le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est une phrase célèbre. Et c'est pas fini. Et j'ai pas fini. J'essaye de garder dans ta tête ton objection, j'ai presque fini. Et à partir du moment où il y a corruption des gens qui ont le pouvoir, ça freine, quand ça ne stoppe pas, mais au moins ça freine le développement économique, voire éventuellement ça l'inverse et ça appauvrit le pays. Autrement dit, c'est la raison pour laquelle les démocraties ont tendance à être plus prospères que les dictatures, surtout les vieilles dictatures. Les anglo-saxons, c'est autre chose. Mais je rappelle que pendant des siècles, en Europe occidentale en particulier, on a eu des rois au pouvoir absolu et qu'il n'y a pas eu, à partir du XIIe siècle, il n'y a pas eu parmi Louis XIV, etc., il n'y a pas eu de Joseph Staline ni de Adolf Hitler, hein, voilà quoi. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient en Dieu, ils croyaient que... Attention, il ne faut quand même pas tuer. Ah ben non, on fait la guerre, d'accord, mais tuer, non, on n'a jamais eu. Ils avaient tous un confesseur nommé par Rome. Oui. Non, mais bon, on va peut-être s'arrêter là, mes amis. Oui, tu veux dire quelque chose, vas-y. En fait, tout à l'heure, tu as abordé un peu le cœur de la question sur la science. Effectivement, on peut se poser la question, est-ce que c'est la science qui va permettre aux hommes de découvrir ce qu'on appelle la vérité, ou est-ce que ce n'est pas la science? Et il me semble, j'ai lu quelque part, au XIXe siècle et au début du XXe siècle,
on a cru à la toute-puissance de la science. C'est le scientisme. Et j'irais dire que maintenant, même les scientifiques semblent reconnaître qu'ils avancent, ils avanceront encore, mais qu'ils ne découvriront jamais tout. Ah bah c'est Donc il y a effectivement... le quantique. Mais c'était pas comme ça qu'on pensait en 19e. Les scientifiques pensent que oui. Donc il y a quand même une évolution là aussi. À l'époque, la science savait tout. Voilà, elle Vous devait savez tout tout. savoir. Marcelin Berthelot disait le vice et la vertu sont des produits comme le sucre et le vitriol, enfin bref, tout y passait. Il y avait juste pour les physiciens 2 ou 3 petites bricoles à résoudre, mais vraiment c'était le petit truc de l'avant super du mercure et puis la constante de la le cerveau secrète la pensée comme le foie secrète la vie. Oui. C'est ce qu'on appelait le scientisme. Mais même à cette époque, il y avait un équilibre, parce qu'il y avait l'occultisme. C'était une explosion d'occultisme. Je dirais que même en philosophie, il n'y a plus de philosophes qui font des grands systèmes philosophiques. C'est fini. Ils n'ont plus la prétention d'expliquer le monde à eux tout seuls. Donc, c'est presque le dernier, c'était peut-être Sartre avec l'être et le néant. Oui, non, mais il y a aussi des philosophies anglo-saxonnes qui sont beaucoup. Bon, en tout cas, j'étais contente de notre conversation qui a un peu dévié sur les Il religions ne faut pas dire philosophie. et la science plutôt dire que sur le nombre mentalité d'or, mais bon, c'est pas grave. Mais il y a des ils ont leurs philosophes.